Conformément aux dispositions réglementaires de la législation en vigueur, les honorables députés de la 6e législature de la mandature 2020-2025 ont adopté le règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Mali au cours de la séance plénière tenue ce lundi 18 mars 2020 dans la salle de 1000 places du CICB. Nous parlerons également solidarité dans cette édition avec la Banque de développement du Mali BDMSA dans le cadre de son opération Ramadan solidaire à l'endroit des mosquées de Bamako. Mardi 19 mai 2020, 26e jour du mois béni de Ramadan. Vous êtes bien sûr Chérif la télévision, disponible sur tous les décodeurs au Mali. Merci de nous réitérer votre confiance et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Je vous l'annonçais à l'instant, conformément aux dispositions réglementaires de la législation en vigueur, les honorables députés de la 6e législature de la mandature 2020-2025 ont adopté le règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Mali au cours de la séance plénière tenue ce lundi 18 mai 2020 dans la salle de 1000 places du CICB, dirigée par l'honorable Moussa Tembine, président de l'Assemblée nationale du Mali. La plénière a adopté le document à la majorité de 132 voix pour, 0 abstention et 3 abstentions et 0 contre. Plus de détails avec Amadou Kamara, Ibrahim Koulibaly. Cette séance plénière d'adoption du règlement intérieur fait suite à un traitement minutieux de la commission ad hoc composée de 15 membres. Bon, la seule impression que j'ai, c'est que nous avons essayé de mieux clarifier le contenu du règlement intérieur pour qu'il soit mieux applicable par l'Assemblée nationale. Il y a eu certainement des innovations, notamment en ce qui concerne les présidents des groupes parlementaires, que nous avons élevés au rang des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Parce que tout le monde doit comprendre que les présidents des groupes parlementaires sont les chefs politiques du Parlement. Naturellement, il y a d'autres changements par rapport aux questions orales, aux interpellations, aux questions écrites et aux questions d'actualité. Tout cela, c'est pour nous permettre une meilleure application des règlements intérieurs. À la suite d'un débat franc et fructueux entre les députés et sous réserve des amendements formulés, le document fut adopté par la majorité des députés présents à la rencontre du jour. On a fait la relecture des textes avec un règlement intérieur. Je pense que les députés doivent suivre ce règlement intérieur intégralement et faire de leur mieux pour que la population puisse bénéficier des avantages de ce règlement. Parce que si tu vois un règlement intérieur au niveau de l'Assemblée, ça joue sur la performance de l'Assemblée nationale du Mali. Donc si on suit exactement tout ce qui est dit dans le règlement intérieur, on n'aura pas de problème avec la population ni le gouvernement. En fait, je suis plus que contente, je suis heureuse parce que j'ai travaillé dans cette commission de relecture de ce règlement intérieur. Donc ensemble avec les anciens, on a regardé, je sais pas, et aussi avec l'administration de l'Assemblée nationale, ce qu'ils avaient constaté comme lacune dans ce règlement. Donc en plus de nos nouvelles idées qu'on a essayé d'inclure dedans, pour que tout le monde puisse se retrouver là-dedans et travailler dans la convivialité aussi à égale chance pour tout le monde. Suite à la relecture du règlement intérieur par la commission ad hoc, il est ressorti plusieurs amendements et recommandations dans les chapitres et articles du règlement intérieur de l'institution parlementaire. Au niveau de la nouvelle équipe, mais il faut quand même signaler qu'il y avait 3 abstentions. Il y avait 3 abstentions, mais c'est une majorité absolue. Donc ça veut dire qu'on part avec un règlement, en tout cas intérieur, très consolidé. Je suis assez réservé parce que nous, on n'a pas voté. On n'a pas voté parce qu'il y a une disposition qui, personnellement, je pense qu'il ne va pas être acceptée par la Cour constitutionnelle. La commission de relecture a inséré une sanction supplémentaire pour les députés. Et ils l'ont appelée exclusion pour violation du secret. L'exclusion veut dire quoi? Est-ce qu'on veut dire on enlève le député de l'Assemblée? Est-ce qu'on va l'exclure quelque temps? On n'a rien dit. Et on ne peut pas prévoir de sanctions sans prévoir de dispositions pour l'expliquer. C'est vraiment élémentaire. J'ai fait la remarque, malheureusement on ne m'a pas suivi, donc nous on s'est abstenus. Et nous sommes à peu près sûrs que la Cour ne va pas accepter ça.
Sinon, le règlement intérieur, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont positifs. On a bien parlé, on s'est entendu sur beaucoup de choses. Mais cette disposition fait que nous sommes réservés. On attend que la Cour dise le droit et puis après on avance. Nous, on est très impatients de commencer le travail parlementaire. Il faut passer par toutes ces étapes. Après, on verra ce que ça va se passer. C'est à la lumière de tous ces débats que le document final fut adopté par la majorité des députés présents dans la salle. A signaler également qu'après cet exercice, le document adopté sera envoyé à la Cour constitutionnelle du Mali pour un contrôle constitutionnel. Et c'est après que les restes des autres membres du bureau de l'Assemblée nationale seront mis en place dans les prochains jours. Les amendements numéro 1 jusqu'à numéro 22 ont été adoptés à 123 pour 3 abstentions et 0 contre. Le Centre international de conférence de Bamako, nous y restons toujours. Le ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, M. Yaya Sangaré, est revenu sur les points saillants et les grandes lignes de la relecture du règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Mali. Il est au micro de nos reporters. Donc c'est un motif de fierté. Nous avons compris qu'aujourd'hui il y a un consensus qui est fait autour des textes majeurs de l'Assemblée nationale. Cela voudrait dire que la nouvelle Assemblée commence sur de bons auspices et que nous pouvons nous attendre vraiment à une bonne collaboration entre toutes les parties prenantes de cette Assemblée, que ces députés soient de l'opposition ou de la majorité. Et les textes qui viennent d'être votés aussi procèdent d'une amélioration du règlement intérieur qui existe. Et ça donne une certaine lisibilité, une certaine visibilité également, non seulement à certains organes de l'Assemblée nationale, et ça permet également une meilleure fluidité de l'information, non seulement entre les députés, mais une fluidité de l'information entre le législatif consacré au niveau de l'Assemblée nationale et l'exécutif à travers les membres du gouvernement. Oui, en partie, seulement il y a un point sur lequel nous ne sommes pas compris. Mais je pense que ça fera l'objet des débats dans le futur pour que les uns et les autres puissent comprendre. Parce que il y a des projets de loi aujourd'hui qui sont des projets de loi comme des projets de loi qui font l'objet d'amendements de la part des députés, mais également de la part des membres du gouvernement. Mais malgré les amendements apportés, des amendements qui doivent contribuer à améliorer le texte, c'est tout souvent qu'il y a des erreurs matérielles qui se glissent dans ces projets de loi. Nous avions voulu, au niveau de l'Assemblée nationale, pour plus d'efficacité et plus de célérité dans l'examen des projets de loi, que ces erreurs matérielles qui peuvent être constatées en plénière puissent faire l'objet de corrections sans que cela n'entraîne un nouvel amendement. Parce que l'amendement en matière législative suit un processus. Mais il n'y a pas eu de convergence de vues dans cet amendement qui a été demandé par le gouvernement. Je pense que ce n'est que partie remise et je pense que nous comprendrons dans le futur pour que ces aspects soient pris en compte. Parlons à présent solidarité dans cette édition. Nous vous l'annoncions également dans les titres. La Banque de développement du Mali, BDM-SA, a une fois de plus respecté la tradition, celle de son opération Ramadan solidaire à l'endroit des mosquées de Bamako. C'est une équipe constituée de cadres de la banque, des membres du comité syndical ainsi que du responsable de la communication, conduite par le secrétaire général de la BDM-SA, M. Cheikh Fantamadi Keïta, qui a fait le tour des mosquées bénéficiaires pour la remise des vivres. Abdou Le Karim Sako et Seydou Niari. Elles sont au total 10 mosquées de Bamako à avoir bénéficié de cette opération Ramadan solidaire de la Banque de développement du Mali BDM-SA. L'opération consiste à remettre des dons composés des vivres et des bœufs, plus une enveloppe symbolique en guise de prix des condiments. Pour l'opération 2020, la BDM a remis à chacune des 10 mosquées un bœuf d'une valeur de 400 000 francs CFA, 200 kg de riz, 250 kg de sucre, 40 litres d'huile, plus une enveloppe de 150 000 francs CFA pour un coût total de 10 millions de francs CFA. Les imams et les comités de gestion des mosquées ont apprécié à juste titre ces gestes hautement humanitaires de la BDM-SA en cette veille de la nuit du destin Laylatul Qadr. Cette donation pour nous représente tout, surtout en ce mois de solidarité, en ce mois de carême, où dans notre quartier il y a plein de démunis, plein d'orphelins. Avant cette donation même, nous-mêmes on a fait des gestes au sein du quartier pour pouvoir subvenir
pour pouvoir nourrir ravitailler certaines mosquées et certaines familles. Donc cette donation vient à point pour nous aider à préparer encore le Laylatul Qadr. Donc nous remercions surtout tout le personnel de la BDM SA et nous souhaitons la prospérité à tout le personnel et à la BDM SA pour que ces donations qui sont en train de faire prospèrent, continuent dans l'avenir. Et le geste de ce matin, c'est quelque chose qui s'inscrit en droite ligne chaque année des gestes que la BDM fait à l'endroit de la mosquée. L'imam a remercié la BDM pour ça et il a souhaité longévité, prospérité surtout, prospérer dans cette attitude, dans ce geste de tous les jours qui est fait d'entraide, qui est fait de compassion, qui est fait d'assistance à l'endroit des plus démunis. L'imam a dit aussi que à la BDM, il demande à Dieu que tous les projets, tout ce que la BDM peut projeter puisse au moins être satisfaisant pour tout le monde, pour la communauté musulmane et pour la grande mosquée. Et l'imam a fini par faire des bénédictions pour le Mali, bon, pour la BDM et pour toutes les institutions. Et il a aussi dit que la maladie que nous connaissons fasse que les dons que nous venons de recevoir, qu'il va transmettre aux plus démunis, que ceux qui vont avoir en termes de satisfaction puissent nous faire partir la maladie. Merci bien. La Banque de développement du Mali BDM-SA, qui n'est pas à sa première pour cette opération de dons de vivres au bosquet de Bamako, estime que ce geste s'inscrit en parfaite ligne de son action de banque citoyenne au service des Maliens, singulièrement en ces mois bénis de pénitence dans la quête de l'agrément divin. L'année dernière, au même moment, nous avons procédé à une opération similaire. Nous avons imploré le bon Dieu pour nous donner la force nécessaire, la santé et puis les moyens nécessaires pour pouvoir répéter cette opération. Nous la remercions puisque l'occasion est là ce matin. Donc, parlant un peu du cadre, je dirais que nous sommes une banque citoyenne, une banque des Maliens, une banque pour le Mali. Et au centre de toutes nos interventions, ce sont les Maliens qui sont là. Et c'est dans ce cadre-là et dans le cadre spécifique également du Ramadan, qui est un mois de solidarité, un mois de don de soi, un mois de dévotion. Donc nous avons organisé cette opération de remise de dons à une dizaine de mosquées dans le district de Bamako, pour permettre aux fidèles musulmans, en tout cas, de se consacrer essentiellement à cette dévotion pendant ce mois de Ramadan et plus particulièrement pour la célèbre nuit de Laylatul Qadr. Donc permettre aux gens de pouvoir manger, de pouvoir se consacrer davantage à cette dévotion et de faire des bénédictions pour le pays, pour la BDM-SA, pour que plusieurs années encore nous continuons avec cette opération. Les responsables des différents lieux de culte bénéficiaires de ces dons ont formulé des vœux pour la prospérité de la BDM-SA dans un Mali qui avance dans la paix, la santé et la cohésion sociale. Ainsi soit-il, l'actualité nationale sur un autre plan, le président de la fêtière islamique du Mali, le shérif Ousmane Madani Aïdara, et les membres du bureau de la dite institution islamique de notre pays ont reçu ce lundi en audience les candidats ayant contesté les résultats du second tour des élections législatives proclamées par la Cour constitutionnelle. Venus des régions de Sikasso, Mopti et du cercle de Ténenkou, ces candidats à travers cette rencontre ont sollicité le soutien du président du Haut Conseil islamique du Mali pour plaider en leur faveur. Cet élément. Ce soir, nous avons reçu une forte délégation de candidats malheureux de Sikasso, des candidats malheureux de Mopti et de Ténenkou. L'objectif de cette audience, c'est que c'est une demande des candidats eux-mêmes. Ils ont souhaité rencontrer le président du Haut Conseil islamique du Mali pour lui parler de leur situation. C'est-à-dire, c'était des gens, la majorité, c'est des gens qui avaient gagné selon les résultats du ministère de l'administration territoriale et que la Cour constitutionnelle les a donnés perdants. Bon, donc, vous savez que ça a été l'objet d'une tension partout dans le pays. Donc, nous-mêmes, on a été envoyés par le shérif à Sikasso pour parler avec eux.
Donc maintenant, au retour, ils ont souhaité venir rencontrer. Donc on les a réussi, on les a écoutés avec intérêt. Bon, nous, notre rôle, c'est de stabiliser, même si nous reconnaissons que ce qui a été fait n'a pas été bien fait. Donc, mais en tant que religieux, Chérif a dit que lui-même, dans ces pays-là, il reçoit beaucoup de coups, mais il supporte, c'est-à-dire pour ne pas exposer le pays. Le pays a trop de problèmes, donc ce n'est pas le moment de créer d'autres tensions. Donc, mais vraiment, cette situation ne peut pas continuer. C'est-à-dire, c'est que nous avons un appel à lancer aux autorités politiques et administratives de ces pays. Vraiment, si nous voulons que la stabilité du Mali continue, donc nous devons vraiment éviter certaines choses. Vraiment, donc le pays a tellement de problèmes. S'il faut ajouter ces genres de problèmes aussi, vraiment, c'est pas une bonne chose. Donc, mais nous appelons toujours les candidats à la retenue. Le chérif a promis qu'il va rendre compte aux plus hautes autorités du pays et même ils doivent rencontrer le Premier ministre demain. Donc après cette rencontre, Inch'Allah, il y aura des propositions. Notre souhait est que les deux camps se mettent d'accord sur quelque chose. Donc on est là à suivre. Le chérif a déjà envoyé Makiba comme son émissaire pour suivre les travaux de demain. Donc il va nous rendre compte et puis on verra ce qu'on doit faire dans une autre étape, Inch'Allah. Direction à présent le pays de l'oncle Sam où le tonitruant président américain Donald Trump fait encore le buzz. À travers ses dernières déclarations, il lance un ultimatum de 30 jours à l'OMS pour des améliorations dans sa gestion de la pandémie de Covid-19. Suivons cet élément. Alors que les États-Unis déplorent désormais plus de 90 000 décès liés au coronavirus, le président américain a fait une de ses annonces dont il a le secret. Pour se protéger contre le virus, Donald Trump prend de l'hydroxychloroquine, un traitement dont l'efficacité contre la Covid-19 reste approuvée. Autre annonce ou plutôt menace du président, le financement américain de l'OMS suspendu depuis la mi-avril pourrait être indéfiniment gelé. Il le dit dans une lettre adressée au patron de l'agence onusienne dans laquelle il exige des améliorations dans les 30 jours. Donald Trump reproche notamment à l'Organisation mondiale de la santé d'avoir été trop indulgente envers la Chine et d'avoir réagi trop tardivement. L'industrie américaine commence quant à elle à se remettre en route. C'est le cas dans le secteur de l'automobile. Plus de 130 000 travailleurs ont repris le chemin des usines, notamment à Détroit, siège de Fiat Chrysler, General Motors et Ford. Aux États-Unis, le chômage a atteint près de 15% de la population active fin avril, du jamais vu depuis la Grande Dépression. Et beaucoup ont hâte de retourner au travail avec ou sans vaccin contre la Covid-19. Voyons à présent les tours d'horizon de l'actualité internationale en bref et en images, une compilation de la rédaction. Tout d'abord, ici au Mali, le gouvernement apporte son soutien à la chanteuse franco-malienne rentrée à Bamako le 9 mai dernier alors qu'elle était placée sous contrôle judiciaire depuis fin mars avec interdiction de quitter le territoire français. Le chef de la diplomatie malienne, Tcheblin Dramé, a évoqué lundi l'arrivée de l'artiste Rokia Traoré lors d'une rencontre avec les ambassadeurs de Belgique et de France au Mali, a indiqué dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères. Tcheblin Dramé a saisi donc l'occasion pour inviter toutes les parties au dialogue en vue de privilégier l'intérêt de l'enfant âgé seulement de 5 ans, précise le ministère. Le gouvernement malien, qui avait auparavant exprimé sa solidarité avec la chanteuse, encourage les avocats des deux parties à se rapprocher pour trouver une solution équilibrée. Le vice-président du Soudan du Sud et ex-rebelle Riek Machar, sa femme ministre de la Défense Angelina et plusieurs membres de son équipe ont été testés positifs au Covid-19. Il a déclaré publiquement qu'il a été testé positif et dès aujourd'hui, il s'est mis en quarantaine dans sa résidence pour 14 jours, a indiqué son bureau sur sa page Facebook. Il ne présente pas de symptômes, précise le bureau, qui ajoute qu'en plus de sa femme, plusieurs membres de son équipe et des gardes du corps ont été aussi infectés. Le jeune pays indépendant en 2011 et qui
émerge de 6 ans de guerre civile dévastatrice a déclaré officiellement 339 cas de contamination au coronavirus et 6 morts selon les derniers chiffres publiés lundi par le ministère de la Santé du pays. Direction à présent le Maghreb. Les autorités algériennes ont décidé de rendre le port du masque sanitaire obligatoire dans le cadre de nouvelles mesures visant à enrayer la pandémie de Covid-19 à l'approche de la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr. Le port du masque est tout aussi efficace que le confinement sanitaire, d'où l'impératif de rendre son port obligatoire pour tous, selon un communiqué de la présidence algérienne publié lundi soir à l'issue d'une réunion du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Le port du masque n'était pas requis jusqu'à présent dans les espaces publics en Algérie, qui compte officiellement à 44 millions d'habitants. Des mesures complémentaires qui doivent être détaillées sont prévues à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, fête marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan, le 23 ou le 24 mai de ce mois. Le sulfureux Premier ministre du Lesotho a jeté l'éponge après plusieurs mois de crise politique. Le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, a confirmé mardi sa démission lors d'un discours télévisé. Le dirigeant est soupçonné d'avoir joué un rôle dans l'assassinat de son ex-épouse en 2017. Je me présente aujourd'hui devant vous pour vous annoncer que le travail dont vous m'avez chargé n'est peut-être pas achevé, mais que le temps est arrivé pour moi de me retirer du théâtre des opérations, de quitter la vie publique et mes fonctions, a déclaré Thomas Thabane. Au pouvoir depuis 2017, Thomas Thabane, 80 ans, doit être remplacé à la tête du gouvernement par l'actuel ministre des Finances du pays. Et l'actualité européenne pour terminer, des casseroles pour dénoncer la gestion de la crise du Covid-19. C'est donc un grand vent de colère qui souffle en Espagne, comme ici à Madrid. Ces milliers de manifestants ont battu le pavé pour réclamer la démission du chef du gouvernement Pedro Sánchez. La plupart des manifestants jugent la gestion de l'exécutif désastreuse, mettant en danger carrément tout le pays. Ils estiment que le pouvoir a mis du temps à réagir face à la pandémie qui était déjà présente depuis un bon moment et que la privation de leur liberté par le confinement pour peu de résultats probants est jugé intolérable. D'autres pensent que c'est une forme d'arnaque de la part du gouvernement de manière éhontée et déplorent que les tests soient commandés de l'étranger alors qu'ils auraient pu être achetés ici en Espagne. Rappelons que le pays s'est engagé dans un déconfinement par étapes d'ici à la fin juin. Cet élément santé avant de prendre congé de vous, le mois de Ramadan tire quasiment vers sa fin, une période d'abstinence et de jeûne pour tous les musulmans en bonne santé. Cependant, c'est la période propice à la résurgence de certaines pathologies comme les affections gastriques et bien d'autres. Que dit la religion musulmane par rapport aux personnes souffrant d'affections gastriques? C'est le sujet auquel s'est intéressée notre chroniqueuse santé Tata Touré. La pratique du jeûne est interdite en islam à des individus qui encourent des dangers compte tenu de leur état sanitaire. C'est dans ce sens que toutes les personnes souffrant d'affections gastriques se doivent de consultation leur médecin traitant 1 à 3 mois avant le mois de Ramadan. Elles doivent se conformer aux conseils de leur médecin aussi bien dans le cadre du régime alimentaire que des horaires de prise des traitements. Les maladies digestives, notamment les pathologies de l'estomac et du duodénum, sont des pathologies qui sont couramment rencontrées dans notre contexte. Et ces pathologies, très généralement, quand on a décelé ces pathologies chez les patients, il est bon qu'à l'approche de chaque mois de carême, 1 mois avant le mois de carême, il est bon que les malades qui souffrent de ces pathologies-là contactent leur médecin afin de faire des investigations, un petit bilan pour voir si ils peuvent gêner ou pas. Alors si le bilan, ces investigations ont montré qu'ils peuvent gêner, il n'y a aucun problème, ils vont gêner. Et s'il y a des mesures d'accompagnement, le médecin va les proposer des mesures d'accompagnement. Et il y a certaines pathologies qui ne sont pas des pathologies de l'estomac et du duodénum. Et ces pathologies peuvent mimer les pathologies de l'estomac et du duodénum. Et souvent les gens prêtent à confusion et il faut les rassurer et les proposer
des mesures pour les permettre de pouvoir jeûner. L'estomac participe à la digestion. Il s'agit d'un processus permettant la transformation des aliments en nutriments qui pourront être ensuite absorbés dans le sang et être utilisés comme source d'énergie pour les cellules du corps. Voilà, l'estomac, c'est une partie du tube digestif. C'est une partie du digestif. En fait, c'est un sac. Donc, quand on mange, la digestion, c'est quoi? La digestion, c'est l'ensemble des phénomènes mécaniques et chimiques que subissent les aliments au cours de leur transit dans le tube digestif. Donc, quand on mange, dès la bouche, il y a les phénomènes mécaniques, mais aussi il y a des phénomènes chimiques parce qu'il y a les glandes salivaires qui vont sécréter. Donc, l'œsophage, c'est un tuyau. Après la cavité buccale, l'œsophage, c'est un tuyau, et puis les aliments vont tomber dans l'estomac. Au niveau de l'estomac, ces aliments seront stagnés là-bas, et l'estomac va sécréter des liquides. On appelle ça le sucre gastrique. Ce sucre gastrique-là est acide. Donc ce sucre gastrique va se mélanger à ce bol alimentaire pour rendre ce bol alimentaire plus liquide. Et puis l'estomac envoie par fraction ce bol alimentaire dans l'intestin grêle. Et au niveau de l'intestin grêle, les sécrétions venant du pancréas, les sécrétions venant de la vésicule biliaire, c'est-à-dire du foie, ces sécrétions vont se mélanger à ce liquide-là et puis rendre plus liquide. Maintenant, au niveau de l'intestin grêle, l'absorption va se faire. Les éléments essentiels, les nutriments vont passer dans le sang et puis le reste va cheminer parce qu'il y a des étages, chaque nutriment a son lieu d'absorption. Et au niveau du côlon, le gros intestin, les selles vont commencer à se former et ces selles seront véhiculées vers l'extérieur. En ce mois béni de Ramadan, il est important d'utiliser les aliments qui sont rapides à fournir de l'énergie rapidement à l'organisme. Voilà qui met fin à cette édition qui vous a été proposée par la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie des programmes de Cherif La Télévision et à très bientôt, Inch'Allah.